Faso prend part aux festivités du 58e anniversaire de l'indépendance du Mali. Le clou de la commémoration, l'investiture du président malien Ibrahim Boubacar Keïta. Plusieurs chefs d'État participent à la cérémonie. On vous donne les principales articulations dès le début de ce journal. Et puis la région du Nord qui sonne la mobilisation des populations pour une participation inclusive aux actions de développement de la région. Le forum économique est un cadre pour des activités diverses, dont une conférence publique en vue d'identifier les meilleures stratégies pour atteindre la croissance durable. L'Iran promet des représailles terribles après l'attentat qui a fait une trentaine de morts dans le sud-ouest du pays. Le président iranien Hassan Rouhani accuse les États-Unis pour leur influence sur les pays de la région. Bonjour à tous, bienvenue, merci de suivre les informations de la mi-journée sur la télévision du Burkina. Un très bon appétit à vous qui êtes à table. Cela dit, l'un des temps forts de la célébration du 58e anniversaire de l'indépendance du Mali ce 22 septembre à Bamako a été l'investiture du président Ibrahim Boubacar Keïta. L'attraction de cette cérémonie commémorative aura été sans doute la grande parade militaire. Le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, a pris part aux festivités de cet anniversaire. Nous suivons le compte-rendu de notre envoyé spécial à Bamako, Aruna Mari. Sur l'avenue du Mali à Bamako, le peuple malien commémore les 58 ans de son indépendance. Solidaire avec le Mali, Roch-Marc Christian Kaboré traduit ici les amitiés du Burkina Faso à son homologue Ibrahim Boubacar Keïta. Une fête de l'indépendance célébrée sur fond d'investiture pour le président IBK. Nous avons répondu à l'invitation du président Ibrahim Boubacar Keïta pour participer au 58e anniversaire de l'indépendance du Mali d'une part, mais également célébrer également son élection pour son deuxième mandat. Je voudrais en tout cas saluer le défilé que nous avons constaté et également dire que tous nos vœux, c'est des vœux de réussite, de succès, de paix, d'entente entre les Maliens et également de combat acharné contre le terrorisme qui est un mal qui nous mine tous, aussi bien le Mali, le Burkina Faso, le Tchad, le Niger que la Mauritanie. Plus d'une dizaine de chefs d'État et de gouvernements africains ont partagé avec le Mali ce moment historique. Chers amis, la sécurisation du territoire national du Mali demeure notre priorité. Pour l'obtenir, nous nous appuierons sur ce irremplaçable instrument que constitue encore une fois l'accord pour la paix et la réconciliation. Celui-ci conçoit en effet le développement de la paix et de la sécurité sur le territoire national comme un engagement à éviter solidairement par toutes les parties signataires. Un défilé exclusivement militaire a été le point d'orgue de ces festivités. Des troupes militaires africaines et de la force Barkhane ont répondu à l'appel. Le 24e régiment interarmes de la 2e région militaire de Burkina Faso était aussi de la partie. Une démonstration de force contre l'ennemi commun. Nous avons célébré ensemble l'excellence des relations qui unissent nos deux pays, qui unissent également nos deux armées, parce que nous sommes membres tous les deux à part entière du G5 Sahel. Notre participation à ce 58e anniversaire de l'indépendance du Mali, c'est vraiment avec beaucoup d'honneur que nous l'avons fait et notre pays a été dignement représenté au plus haut niveau. C'est le 20 août dernier que le président IBK a été élu au second tour de la présidentielle malienne face à son challenger Soumaïla Cissé qui n'a pas reconnu sa défaite. Ce second mandat, le président malien le place sous le signe de l'ouverture et du dialogue social pour la réconciliation et la paix au Mali. Et le chef de l'État burkinabé, en marge de la célébration de ce 58e anniversaire de l'indépendance du Mali, a eu des échanges avec le ministre français des Affaires étrangères et de l'Europe, Jean-Yves Le Drian. Au menu, la commémoration du centenaire de la Première Guerre mondiale et la lutte contre le terrorisme dans la bande sahélo-saharienne. Le compte-rendu de l'audience avec Aruna Mari. En séjour à Bamako,
pour la fête de l'indépendance du Mali, Jean-Yves Le Drian est porteur de messages pour le président du Faso. La France s'apprête à commémorer le centenaire de la Première Guerre mondiale. Le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères et Roch Marc Christian Kaboré ont parlé sécurité et de la participation du Burkina Faso à cette commémoration. Nous avons préparé un calendrier d'action qui va être très important dans les jours qui viennent, puisque je vais me rendre à Ouagadougou dans peu de jours, et que le président Kaboré va venir 2 fois à Paris, première fois pour le 100e anniversaire de la fin de la guerre 14-18, et puis une deuxième fois pour une visite liée uniquement au Burkina Faso au mois de décembre, à peu près à l'anniversaire du discours important qu'avait prononcé le président Macron à Ouagadougou. Donc nous avons aussi évoqué ensemble la situation sécuritaire et échangé sur la manière de renforcer encore nos liens et l'efficacité de nos forces à cet égard dans le cadre de la force conjointe du G5 Sahel. Les relations sont au beau fixe et elles sont collectivement déterminées. 80 chefs d'État et de gouvernement sont invités à ce centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale. Les festivités vont se dérouler le 11 novembre prochain. Actualité nationale à présent et nous allons tout de suite à Houndé pour les journées de réflexion du groupe parlementaire Union pour le progrès et le changement Renouveau démocratique. La problématique de l'exploitation minière est au cœur de la réflexion, le thème de ces journées étant la contribution de l'exploitation minière au développement de la commune K de Houndé. Plus de détails avec Martin Zerbo et Mireille Carole Touma. Houndé dans le Tui, zone aurifère, se pose alors la problématique de l'exploitation minière. En faveur de leur deuxième journée parlementaire de l'année 2018, les membres du groupe parlementaire Union pour le progrès et le changement Renouveau démocratique UPC-RD se penchent sur la question. Dans l'exploitation de l'or, il va falloir que les populations sentent vraiment qu'il y a l'économie qui tourne. Deuxièmement, quand il y a une population dans un endroit, forcément il y a des besoins. Donc l'offre doit suivre. Mais si ce n'est pas le cas, vous comprendrez avec moi que ça peut dégringoler. Donc réellement, il y a la question de l'emploi et il y a la question de l'économie qui doit tourner. Trouver des voies et moyens pour que les retombées de l'exploitation minière profitent au mieux à la commune de Houndé, c'est l'enjeu de cette journée. Ce qui est prévu, c'est de s'appuyer sur l'évaluation du texte de loi qui s'appuie sur les avantages que devraient attendre les collectivités territoriales. À l'issue de cette évaluation, on va recenser les difficultés qui minent la mise en œuvre et probablement il y aura des recommandations qui vont être déposées sur la table du président de l'Assemblée afin qu'on s'adresse au gouvernement pour demander la mise en œuvre effective de toutes les mesures qui auront été proposées si cela est possible. La thématique de cette deuxième journée parlementaire est une suite de celle de la première journée tenue en mars dernier à Gawa. Pour soutenir les députés de l'UPC-RD dans ce élan, des membres d'autres groupes parlementaires étaient présents à cette cérémonie. Et puis nous parlons de l'atteinte des objectifs de développement durable en matière d'accès à des services d'assainissement et d'hygiène adéquats d'ici à l'horizon 2030. Cela est possible. Un colloque international qui s'est tenu cette semaine à Ouagadougou apporte quelques éléments de réponse. Maxime Zongo. Assurer l'accès de tous à des services d'assainissement et d'hygiène, mettre fin à la défécation à l'air libre en accordant une attention particulière aux besoins des femmes, des filles et des personnes vulnérables, c'est la préoccupation des participants à ce colloque. L'initiative est de l'IRC Burkina en partenariat avec l'UNICEF et le ministère en charge de l'eau et de l'assainissement. Nous attendons de ce colloque un bilan des actions réussies sur lesquelles nous devons donc amplifier et améliorer. On peut toujours améliorer parce qu'il faut dire aussi les générations se renouvellent. Nous attendons aussi un bilan des actions les moins réussies. Parce que quand on parle des échecs, on peut très facilement bâtir effectivement les succès.
et au finish de tout ça, que nous puissions ensemble œuvrer à améliorer le taux d'assainissement dans nos différents pays, dans nos différentes communautés, en comptant particulièrement sur nos propres forces. À l'instar de bien d'autres pays de la sous-région, l'hygiène et l'assainissement restent des questions de préoccupation majeure au Burkina. Chaque année, c'est environ 86 milliards de francs CFA qui sont consacrés aux dépenses liées à l'assainissement. La difficulté majeure qu'on a ressortie au cours des échanges ici, c'est ce problème, ce manque de coordination. Il n'y a pas assez de synergie entre les différents départements. Alors que, vous voyez, au niveau de l'ODD, des ODD, il y a cette interrelation entre les différents objectifs. Et même quand vous prenez l'ODD 6.2, là également, il y a cette interrelation entre cet objectif-là, l'ODD 6.2, et les autres ODD. Les réflexions de ce colloque de Ouagadougou ont porté entre autres sur la promotion de l'hygiène de base, le rôle des opérateurs privés ainsi que les responsabilités et obligations des autorités publiques et de la population. À l'issue des travaux, les participants ont pris l'engagement ferme de promouvoir les bonnes pratiques en matière d'hygiène et d'assainissement durable. Et les collectivités territoriales qui se donnent pour mot d'ordre de mieux s'organiser pour booster le développement à la base. Le Forum pour valoriser les potentialités économiques de la région du Centre-Nord affiche cette ambition. L'enjeu principal est de susciter la participation des populations aux actions de développement de la région. C'est surtout un cadre pour des activités diverses et des réflexions et débats pour identifier ensemble des stratégies pour attirer des investissements dans le Centre-Nord. Le point avec Césaire Carrefour et Nyarkiteda. Mobilisation dans l'unité pour une synergie d'action, l'expression a fait l'unanimité au Forum régional du Centre-Nord. Le cadre est initié par le Conseil régional avec comme enjeu majeur offrir une opportunité à la région de promouvoir sa visibilité par la mise en exergue de ses potentialités afin de les valoriser. Et ça c'est important pour nous. Comme vous le savez, mais sans moyens on ne peut pas travailler. Et les besoins des populations sont nombreux, sont importants. Comment allons-nous pouvoir satisfaire à ces besoins-là? C'est pourquoi nous nous réunissons et donc pour réfléchir à comment mobiliser les ressources pour aller donc dans les chantiers de développement. Donc un forum économique comme celui-là, c'est un cadre dans lequel nous allons réfléchir, nous allons donc débroussailler le terrain. L'initiative séduit selon les filles et fils de la localité et n'est pas restée orpheline. L'Union européenne a apporté son soutien, l'Association des régions du Burkina aussi est là, de même que le gouvernement à travers le ministre en charge de l'administration du territoire et de la décentralisation. Vous savez que chaque région est spécifique. Il y en a qui sont beaucoup plus orientés vers la culture du riz, d'autres sont orientés vers le mil, d'autres sont orientés vers le maïs, d'autres sont orientés vers les tubercules. Je félicite donc la région, l'ensemble du conseil régional pour cette belle initiative et souhaite donc que beaucoup de régions puissent prendre le pas. Le Centre-Nord regorge des potentialités pour se développer, restent convaincus les intervenants. Et ensemble, les filles et fils de la région ont pris l'engagement de mutualiser les énergies. Objectif à atteindre, un développement durable. Le développement doit passer par une autosuffisance alimentaire. Les préoccupations de la jeunesse dans la région du Centre-Ouest se résument à la formation professionnelle, à l'insertion et à la question de financement pour créer des entreprises. Les jeunes confient leurs attentes au ministre en charge de la jeunesse qui est allé à leur rencontre dans le cadre du programme Jeunesse en Mouvement. Reportage Rasmane Zoundi, Maïmouna Traoré. Pour planter le décor des échanges, 3 communications sont présentées à la jeunesse du Centre-Ouest. Les créneaux porteurs de la région, les projets du ministère et le programme Jeunesse en Mouvement. Après ces communications, une pluie de questions tombe dans la salle. Une quarantaine de personnes interviennent pour présenter leurs préoccupations. D'autres font des suggestions. Et les préoccupations portent essentiellement sur les besoins de formation et d'insertion professionnelle, ainsi que l'insuffisance de centres de loisirs et d'écoute pour jeunes. Au cours de l'année 2019, l'une des provinces de la région, en particulier les Iro,
va bénéficier d'un centre de formation professionnelle, donc remplissant en tout cas les normes en matière d'encadrement de qualité. Nous leur avons également annoncé qu'il a été octroyé 2 milliards de francs CFA, en tout cas pour le fonds d'appui à la formation professionnelle, afin que ce fonds puisse continuer toujours à appuyer les jeunes et les associations de jeunes et de jeunesse qui œuvrent dans le domaine de la formation professionnelle, et également les maîtres apprentis et les ateliers, les propriétaires d'ateliers artisanaux qui accueillent les jeunes. Donc au niveau du centre-ouest ici et ailleurs, nous prenons l'engagement avec les autorités locales ici présentes de vraiment redynamiser donc, les centres d'écoute pour jeunes. Et ce sont des jeunes avertis qui repartent chez eux après plus de 3 heures d'échange avec le ministre en charge de la jeunesse. Une chance pour nous de comprendre les réalités, afin pour mieux nous chuter, mieux nous préparer en termes de finances. Il faudrait nous mettre à l'idée que travailler dans la fonction publique n'est pas la seule solution. Il existe des opportunités bel et bien où nous puissions vraiment effectuer nous pouvons vraiment entreprendre et réussir. Tout en sachant que l'école n'est pas la seule voie de réussite. Au cours de cette rencontre, le ministère, à travers le programme Jeunesse en Mouvement, a remis des attestations et des kits en élevage, soudure métallique et coiffure à des jeunes et associations qui s'illustrent dans leur domaine d'activité. Et au cours de sa tournée dans la région du Centre-Ouest, le ministre en charge de la jeunesse marque des arrêts dans des ateliers de jeunes partis de rien pour devenir aujourd'hui des modèles de réussite. Ils sont dans la soudure métallique, dans la mécanique, dans la coiffure, l'élevage, entre autres. Et avec l'appui du ministère, ils emploient d'autres jeunes. Et le chef du département tient à les encourager et à montrer à la jeunesse qu'elle peut sortir de la précarité. Zundi Rasmane et Maïmouna Traori. Employés hier, aujourd'hui employeurs. Grâce à l'appui du ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l'Insertion professionnelle, Bouma Bama travaille à son propre compte. Il est sorti de la précarité et emploie 7 personnes. À l'aide du ministère, moi je félicite beaucoup. Parce que même en dormant là, moi je priais Dieu comment faire pour avoir l'argent, ouvrir l'atelier. Parce que ça demande beaucoup. Ça veut dire là où je suis maintenant, là je souffrais avant. Mais maintenant là où je suis, avec ma confiance, ce que j'ai gagné là, je sais que c'est à ma proposition d'avoir ce que je veux. Grâce aux kits et formations reçues, Évariste Bayala a pu agrandir son atelier et est même devenu une référence dans la réparation des engins à 2 roues à Koudgou. Aristide Gongunga et Romaric Bado, 2 diplômés de l'université Norbert Zongo, excellent dans l'élevage de volailles. Ce sont des jeunes épanouis qui ne regrettent pas leur choix. Donc pour les jeunes qui veulent vraiment emboîter notre pas, on les dit vraiment, il faut venir. C'est un métier vraiment d'avenir. Voilà. Mais il faut vraiment être passionné. Voilà. Il faut être passionné de l'élevage pour pouvoir rentrer dans le domaine que nous avons présentement. Au cours de sa tournée dans la région du Centre-Ouest, dans le cadre du programme Jeunesse en Mouvement, Smaïla Ouedraogo a échangé avec ces jeunes partis de rien pour devenir des modèles de réussite aujourd'hui. Il a aussi visité des associations qui œuvrent pour l'épanouissement des jeunes. On a voulu atteindre 2 objectifs. Venir encourager ces jeunes et à travers l'encouragement montrer aux autres jeunes qu'ils doivent commencer une déconstruction mentale qui consiste à dire que la seule possibilité de s'en sortir ou le métier digne, c'est le fonctionnariat. Et il faut que les jeunes puissent croire à la possibilité de s'en sortir grâce à l'apprentissage d'un métier. Et au niveau du gouvernement, nous aussi, nous travaillerons pour combler les insuffisances parce que les insuffisances sont énormes. Alimata Bado manquait de matériel adéquat pour former les jeunes filles qui tapent à sa porte pour apprendre la coiffure. Et pour l'encourager dans ses initiatives, le ministère lui offre 2 kits. Et la jeunesse décidément attendue sur tous les fronts de développement, la contribution des jeunes à la transition démographique et à la bonne gouvernance fait l'objet d'un atelier à Ouagadougou cette semaine.
Une rencontre qui a pour but d'élaborer un plan stratégique visant à améliorer la participation de la jeunesse dans ce défi. Adama Guiti, Maxime Zongo nous en parle. Le secrétariat exécutif national du réseau africain des adolescents et jeunes africains veut se doter d'un outil programmatique pour les années à venir. C'est pourquoi, pendant 72 heures, ses membres ont conçu un plan stratégique qui vise à améliorer la contribution des jeunes à la transition démographique et à la bonne gouvernance. Alors, Afriyan a fait le choix pour ce plan stratégique, c'est-à-dire 2019-2021, d'œuvrer essentiellement sur la question du dividende démographique qui regroupe 4 piliers essentiels. Le premier, c'est l'emploi et l'entrepreneuriat. Le deuxième, c'est la santé et le bien-être. Le troisième, c'est l'éducation et le développement des compétences. Et le quatrième pilier, donc, c'est la gouvernance, les droits et l'autonomisation des jeunes. Donc, nos activités pour les 3 prochaines années seront essentiellement axées sur ces 4 éléments-là. 276 millions de francs CFA, c'est le montant nécessaire pour le financement du projet et les partenaires techniques et financiers déjà se montrent favorables au regard de la pertinence du projet. Nous avons décidé de les appuyer à travers un plan de travail que nous avons avec eux pour l'année 2018, dans lequel est contenue cette activité d'élaboration du plan stratégique. En tout cas, c'est un plan que nous venons de voir, qui est élaboré par les jeunes, avec l'appui d'autres jeunes et qui prend en compte les préoccupations des jeunes. C'est un plan stratégique qui est bâti sur les 4 piliers, la feuille de route de l'Union africaine, et avec des résultats, en tout cas, précis. Et en 2005, à Lukasa, en Angola, Afriyan a pour vision d'accroître la participation des jeunes au développement de l'Afrique en renforçant leur capacité de leadership et de plaidoyer. Un mot d'éducation dans ce journal avec l'Union nationale des établissements d'enseignement privé laïque qui est plutôt favorable à la décision de fermeture des établissements non conformes au cahier de charges. L'UNIPL évoque aussi la question de frais de scolarité des élèves affectés dans les établissements d'enseignement privé par l'État et bien d'autres sujets liés à la rentrée scolaire avec les journalistes. On voit cela avec Amado Ilboudo et Zalissa Sanfo. L'Union nationale des écoles d'enseignement privé laïque donne ici sa lecture sur la fermeture des écoles non reconnues. L'Union est favorable à cette décision du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation qui va sans doute, selon elle, promouvoir un enseignement de qualité au Burkina Faso. L'UNIPL exhorte le ministère à poursuivre donc son effort jusqu'au bout. Dans de pareilles circonstances, nous avons la conviction qu'il peut y avoir des erreurs et des injustices qui vont être constatées ça et là, et des plaintes en tout genre, mais il est à noter que globalement, nous pensons que c'est une œuvre salutaire. Nous restons ouverts donc sur des échanges avec donc le ministère pour améliorer et contribuer donc à ce que globalement le système soit performant pour un enseignement, un système éducatif de qualité. La question des frais de scolarité des élèves affectés dans les établissements d'enseignement privé a été aussi évoquée au cours de cette conférence de presse. Ainsi, notre organisation a traité 235 demandes de remboursement de frais de scolarité. C'est vrai que nous avons reçu le paiement de 166. Ça veut dire qu'il faudra encore que l'État fasse l'effort de compléter le paiement donc, des frais de scolarité pour l'année qui vient de s'achever, y compris les arriérés des années antérieures, parce que bientôt, nous sommes à la rentrée et il y aura de nouveaux frais de scolarité qui vont venir s'ajouter. Selon la fêtière des établissements privés, le gouvernement a pris des initiatives pour affecter très prochainement des étudiants dans les instituts privés et les écoles supérieures. L'Union salue cette décision du gouvernement qui est, selon elle, une marque de confiance à l'enseignement privé. L'École nationale des sous-officiers de la gendarmerie met à la disposition des forces armées nationales 736 nouvelles compétences. Dévouement et sacrifice, c'est le nom de la
44e promotion dont la sortie a lieu ce week-end à Bobo Dioulasso en présence de Hassan Gourabou, Siriki Milogo et Mireille Carole Tougouma. Ceci est une démonstration des techniques de défense de la 44e promotion de l'École nationale des sous-officiers de la gendarmerie. Une promotion qui, après 2 années de formation théorique et pratique, est jugée apte à intégrer les rangs de l'armée burkinabé. Je suis prête à affronter, à sortir de cette école avec la tête haute, car j'ai suivi une formation très adéquate pour la protection de la population ainsi que de leurs biens. Et au moment où le Burkina Faso fait de plus en plus face aux attaques de tout genre, les autorités fondent beaucoup d'espoir sur ces nouvelles compétences. Cette promotion viendra apporter une grande contribution dans le cadre de la lutte implacable que nous allons mener contre ces terroristes-là, pour que le Burkina Faso connaisse un climat de sérénité, un climat de paix et de stabilité pour pouvoir bâtir un Burkina Faso où il fait bon vivre pour tout le monde. Et nous attendons qu'ils puissent renforcer les capacités de la gendarmerie, essentiellement face à la menace que nous connaissons aujourd'hui, qui est la menace terroriste. Et nous avons besoin de ces effectifs nouveaux pour renforcer tout le dispositif, aussi bien au nord, à l'est, sur tout le territoire national. Avant de quitter l'École nationale des sous-officiers de la gendarmerie, la promotion transmet à la 45e le fanion de cet établissement. Une promotion chargée de veiller au respect des traditions de cette école. Actualité hors de chez nous, l'attentat contre un défilé militaire ce samedi en Iran qui a fait une trentaine de morts est l'une des plus meurtriers qu'ait connu le pays depuis 8 ans. L'attaque est revendiquée par le groupe État islamique et dénoncée par Téhéran comme un acte terroriste et le président Hassan Rouhani promet des représailles terribles. La fusillade a duré une dizaine de minutes. Samedi matin, lors d'un défilé militaire en Iran, 4 hommes armés de fusils mitrailleurs ont fait feu sur la foule. Au moins 29 personnes ont été tuées, dont plusieurs civils. L'attentat a été revendiqué par Daesh et par un groupe séparatiste sunnite. On décompte également une 50aine de blessés, dont plusieurs sont grièvement atteints. Quant aux 4 terroristes, 3 ont été abattus et le 4e est mort à l'hôpital. L'attaque est survenue à Avaz, la capitale de la province du Khouzestan, peuplée majoritairement d'Arabes. La plupart des victimes sont issues des gardiens de la Révolution, l'armée idéologique de la République islamique. Cette dernière a rapidement accusé les assaillants d'être soutenus par l'Arabie saoudite. Dans un tweet, le ministre des Affaires étrangères iranien a accusé, je cite, des terroristes recrutés, entraînés et payés par un régime étranger. Le ministre a également mis en cause les États-Unis. De son côté, le président Hassan Rouhani a promis une réponse terrible si l'Iran devait faire l'objet de la moindre menace. Cette attaque terroriste survient dans un climat de tension très forte entre Téhéran et Washington. Fin de votre rendez-vous de l'information pour cette mi-journée. Merci de nous avoir reçus chez vous. Toute l'équipe de coordination et de réalisation du 13h se joint à moi pour vous souhaiter une excellente journée dominicale.